Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés aujourd'hui sur l'invitation de votre cabinet comptable. Alors, on a eu l'idée au sein de Différence d'organiser ces JT Live qui sont organisés aussi par votre cabinet dans le cadre du groupement national Différence, dans lequel on fait tous partie. Ce groupement a pour vocation de mutualiser des outils et des réflexions comme ces JT, en sont les illustrations. Et ce JT sera rediffusé en replay sur le site de votre cabinet dans les flux dédiés au Covid-19. Alors, il est en principe réservé à nos clients, mais en cette période un petit peu compliquée, toutes les actions de solidarité sont les bienvenues. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager ces JT, ce sera le bienvenu. Alors, dernier point pratique, je vous invite aussi à poser vos questions dans l'espace de discussion. Je n'y répondrai pas en live, ainsi que François Gégard qui m'accompagne, mais nous publierons les réponses sur notre fil d'actu. Comme ça, on pourra vous répondre si vous avez des interrogations. Donc, François Gégard et moi-même, donc Olivier Lachkar, on est très heureux de vous accueillir pour cette conférence et on vous souhaite une très bonne réunion. Donc, l'objet de cette conférence, c'est l'arrêté des comptes 2019 et la tenue des assemblées face à la crise Covid-19. Alors, bonjour à tous, François Gégard, ravi de vous retrouver dans le cadre de ce JT Live. Alors, après la gestion de la crise sanitaire Covid-19, après le confinement et ses conséquences économiques, eh bien, il y avait deux sujets majeurs qui se posent aujourd'hui et pour lesquels nous souhaitions prendre un peu de temps ensemble ce matin. C'est les modalités d'arrêté des comptes 2019 et les conséquences liées à cette crise-là, et puis les modalités de tenue et de report d'assemblée générale compte tenu des ordonnances qui ont été publiées sur ce sujet. Alors, dans un premier temps, sur le slide suivant, nous allons rappeler un petit peu le contexte dans lequel on est. Depuis la crise Covid-19, on a été tout de suite conduit à travailler sur le respect du confinement, la continuité d'activité professionnelle lorsque ça a été possible, notamment par le télétravail ou par les protections des salariés et les gestes barrières qu'on pouvait mettre en place. Ensuite, a été mise en avant tout de suite la gestion de la trésorerie comme indicateur principal de pilotage, où on a beaucoup travaillé sur les problématiques de différé de charges, c'est encore un peu le cas en ce moment, des éléments de chômage partiel, dans lesquels on a tous pianoté sur les plateformes pour faire en sorte que ce puisse être possible pour les clients concernés. Et puis maintenant, les demandes d'emprunt bancaire Covid-19. Et puis, bien sûr, tout ça dans l'objectif, c'est de maintenir le paiement des fournisseurs et d'éviter la cascade en chaîne de défaillance de paiement. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est de se dire, bon, dans le cadre des arrêtés des comptes 2019, quel va être l'impact de 2019 et puis ensuite les assemblées. Donc, nous allons commencer par l'impact sur les comptes 2019. Alors, dans le référentiel comptable français, les conséquences économiques de l'épidémie, enfin de Covid-19, constituent un élément qu'on appelle l'élément postérieur à la clôture de l'exercice. Dans le référentiel IFRS, il y a de nombreuses obligations d'information spécifiques, mais nous traiterons ici, dans cette présentation, que des spécificités du cadre comptable français. Olivier. Je reprends un petit peu la main. Donc, il y a une date fatidique, qui est la date du 30 janvier 2020. Cette date du 30 janvier 2020, c'est la déclaration par l'Organisation mondiale de la santé de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale qui marque un tournant. Donc, avant cette date, il n'y a pas de déclaration d'événements postérieurs à l'exercice, sauf des cas très particuliers à chaque entité. Au-delà de cette date, l'annexe comptable doit mentionner l'impact post-clôture de l'épidémie sur la valeur comptable de son patrimoine actif ou passif. L'idée, effectivement, c'est nous allons faire tous des comptes au 31 décembre 2019. Sur ces comptes, eh bien, vous avez plusieurs indicateurs qui sont mentionnés. L'annexe comptable fait apparaître aussi un principe comptable qui est le principe de continuité d'exploitation. Donc, il va falloir regarder un petit peu tout ça quand on va arrêter les comptes postérieurement. Donc, l'analyse, elle devra se faire au cas par cas,
cela dépend de chaque structure. Et il conviendra d'être très attentif aux règles de provisionnement des créances et aux survenances d'événements indésirables. Alors, si je prends un exemple, par exemple, au 31 décembre, vous avez un poste client. Ce poste client, il faut quand même se dire, si j'arrête les comptes peut-être aujourd'hui, voire même peut-être au mois de mai ou au mois de juin, on ne sait jamais, donc j'arrête les comptes à cette période-là, si mon compte client qui était présent au 31 décembre 2019 est toujours présent à la date où j'arrête les comptes, il faut quand même se poser la question de savoir est-ce que je provisionne ou pas ce client. Donc voilà, l'idée, c'est de se positionner vraiment bien postérieurement à l'arrêté du 31 décembre pour voir où on en est. Donc, l'essentiel de l'analyse va se porter sur la question de la continuité d'exploitation de l'entité. Ça, c'est vraiment la question cruciale. Donc là, il y a deux cas de figure. Si la continuité d'exploitation n'est pas considérée comme compromise, dans ces cas-là, il est prudent de le préciser explicitement. Une société qui ne pose pas de problème à aujourd'hui, même dans le cas du confinement total et de l'arrêt de son activité, donc ça, on le précise. Par contre, deuxième cas, si les risques de non-continuité d'exploitation liés à la crise existent, ils doivent être donc clairement explicités et l'annexe doit présenter la situation des comptes simplifiés en valeur liquidative. Voilà, l'important, c'est vraiment de se placer dans les deux cas de figure. Alors ensuite, un point sur le rapport de gestion, François, non ? Oui, si tu veux. Donc, on a parlé de le rapport de gestion. Donc, on rappelle que dans le troisième alinéa de l'article 225.101 du Code du commerce qui traite des sociétés anonymes, il précise que le rapport de gestion comporte une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée. Donc, très clairement, il est impensable que le rapport de gestion ne mentionne pas les spécificités liées à cette crise, parce que ça a très clairement un impact sur l'ensemble de l'économie et l'ensemble des structures. Il doit être exprimé donc sur le rapport de gestion, les conditions de continuité d'exploitation retenues par l'entité au jour de la rédaction de ce rapport. Donc, il peut arriver qu'il y ait certaines structures qui n'aient pas d'impact du tout, mais la plupart d'entre elles auront un élément d'impact. Autre point important, ça va être les conséquences sur la mission du commissaire aux comptes. Donc, avant d'intervenir sur l'expression de son opinion sur les comptes 2019, le CAC déjà va s'interroger sur la situation de continuité d'exploitation de l'entité en 2020. Il va s'assurer que l'entreprise a déjà elle-même considéré les conséquences de cette crise Covid-19 sur son activité, et si elle l'a fait avec suffisamment d'intensité et en mesurant bien les conséquences que ça peut avoir. Il va donc identifier les mesures qui ont été prises par l'entreprise ou par l'entité auditée, pour être plus général, pour faire face à cette crise, et ce qu'on disait tout à l'heure, les différés de charges, les chômages partiels, les demandes de financement bancaire et autres qui ont pu être mises en place. Ensuite, il va estimer les conséquences de tout ce qui a été fait ou pas fait sur le court et moyen terme pour l'entité auditée, et puis bien sûr sur l'estimation qu'il en fera de sa pérennité dans le temps, donc dans les notions de continuité d'exploitation. Et à ce moment-là, il va pouvoir avoir donc ce dialogue pendant toute cette période-là avec le client, ce qu'on appelle un peu la période zéro de la procédure d'alerte, c'est-à-dire si jamais aucun des éléments qui permet d'assurer la continuité d'exploitation n'est mis en place et que celle-ci est gravement compromise, eh bien dans ces cas-là, il va pouvoir déclencher la procédure d'alerte classique en suivant le protocole prévu à cet effet. L'idée de cette remarque est de dire ce n'est pas parce qu'on est dans une situation difficile que sur tous les mandats de commissaire aux comptes, on déclenche la procédure d'alerte. Non, il y a une analyse précise qui est faite, cas par cas, client par client, en regardant ce qui est mis en place. Et si vraiment rien n'est mis en place et que, compte tenu du contexte, rien n'est prévu par l'entreprise, alors dans ces cas-là, la procédure d'alerte a tout son sens. Alors, deuxième partie de ce JT, on a vu toute une première partie basée sur l'arrêté des comptes. On va regarder dans une deuxième partie la tenue des assemblées et comment elles vont fonctionner à partir de maintenant. Donc,
ces assemblées, en fait, ont été définies par une nouvelle ordonnance, hein, c'est l'ordonnance 2020-321 du 25 mars dernier, hein, du 25 mars 2020, qui sont relatives aux assemblées et organes dirigeants. Donc, cette ordonnance, elle s'adressait à qui? Donc, qui était concerné? Sont concernées, en fait, toutes les entités, hein, d'une manière extrêmement large. Hein, ce sont tout ce qui est société civile, ce sont les sociétés commerciales, hein, SARL, SA, SAS, etc. Ce sont aussi les associations, les fondations, les GIE, groupements d'intérêt économique, ou les groupements européens d'intérêt économique, voire même les coopératives. Donc ça, on va dire à peu près tout le monde est concerné par cette ordonnance. Alors, quelles sont les assemblées concernées? Alors, c'est l'ensemble des assemblées qui sont concernées. Toutes les assemblées. Alors, ce sont soit les assemblées générales ordinaires, mais c'est aussi les assemblées générales extraordinaires. Et enfin, quelle est la durée d'application de ces mesures dérogatoires? Alors, ces mesures, elles sont temporaires. Elles sont applicables aux assemblées qui sont tenues à compter là, il faut bien retenir les dates, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020. Et le cas échéant, ce délai pourra être prolongé par décret jusqu'au 30 novembre 2020 ou plus tard. C'est des dates à retenir. Donc, les assemblées tenues entre le 12 mars 2020 et 31 juillet 2020. Et le cas échéant, si la crise sanitaire se poursuit, elle pourra être prolongée jusqu'au 30 novembre. Donc, Olivier, dans ces ordonnances, Olivier, il y a une notion un peu nouvelle qui est celle des assemblées à huis clos. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Absolument. Donc, ces assemblées à huis clos, si je fais un petit peu le parallèle avec un match de football, donc là, tu verras, tout le monde connaît ce que c'est qu'un match de football à huis clos, c'est-à-dire un match de football sans public. Une assemblée à huis clos, c'est une assemblée tenue sans que les membres de l'assemblée n'assistent à la séance en y étant présents physiquement. Donc là, on voit bien ce qui se passe. Effectivement, c'est un peu comme nous aujourd'hui. Hein, vous n'êtes pas parmi nous, mais on se parle par visioconférence. Donc, personne n'est présent physiquement. Par contre, il y a des conditions. Il y a des conditions. Le lieu où il est prévu que l'assemblée se tienne doit être visé par une mesure administrative ou interdisant les rassemblements de personnes pour des motifs sanitaires. Donc ça, on le comprend bien. C'est-à-dire qu'on a interdiction de se réunir ou on ne le peut pas. Donc, effectivement, là, on va mettre en place une assemblée à huis clos. Alors, par contre, pour déterminer si cette condition est satisfaite, il est possible de se placer à deux dates. Donc, la première date, c'est celle de la convocation. Ainsi, si la date à laquelle l'assemblée est convoquée, le lieu où celle-ci doit se tenir est visé par une mesure administrative définie, comme on l'a défini ici avant, l'organe compétent peut décider qu'elle se tiendra à huis clos. Et deuxième date importante, c'est celle de la réunion. Ainsi, si une assemblée qui aurait été convoquée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance tiendrait après, pourrait se tenir à huis clos. Voilà. Et ça, les deux dates importantes à connaître, c'est celle de la convocation et celle de la réunion. Alors, on peut se demander qui peut prendre la décision de tenir une assemblée à huis clos. Eh bien, traditionnellement, c'est l'organe qui a l'habitude de convoquer l'assemblée qui va décider, en fonction de la situation, de convoquer l'assemblée à huis clos ou pas, en fonction de comment évolue la crise sanitaire. Alors, on a décidé d'ailleurs avec François de faire un petit peu ce jeu de questions-réponses parce que c'était beaucoup plus, je dirais, parlant que de descendre un peu l'ordonnance d'une manière un petit peu didactique. Donc voilà, donc je pense que comme ça vous illustre un petit peu mieux ce que disait l'ordonnance concernant la tenue des assemblées. Alors, autre question, vous avez décidé de tenir l'assemblée à huis clos. Comment les membres de l'assemblée peuvent-ils participer et voter? Alors, donc là, en premier lieu, la société, alors c'est une société où ça peut être une association, tout type de société comme on l'a vu tout à l'heure, peut organiser, comme on le fait aujourd'hui, soit une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Donc, je crois que François, tu voulais enchaîner là-dessus? Oui, non, tout simplement pour dire que c'est très clairement expliqué dans l'ordonnance. Il y a des conditions pour que ces réunions puissent se tenir téléphoniquement ou de manière audiovisuelle, comme nous le faisons aujourd'hui. Il faut permettre l'identification des membres de l'Assemblée. C'est un minimum essentiel. Transmettre au moins les voix
au moins la voix des participants. Donc, il faut que les gens puissent s'exprimer. C'est une instance qui rassemble des personnes. Il faut que les gens puissent s'exprimer et parler comme ils le feraient à une réunion physique, et permettre la retransmission continue et simultanée des débats pour pas que ce soit haché et que c'est pas comme une correspondance où quelqu'un parle, on attend la réponse, quelqu'un reparle, etc. Il faut vraiment que ce soit une réunion qui soit en continu. Alors, bien sûr, l'ordonnance ne précise pas quels outils utiliser. Et donc, on a beaucoup de questions qui nous arrivent sur comment on doit faire, comment on fait en sorte que, par exemple, l'identification des membres et la permanence de l'Assemblée et de la tenue de l'Assemblée est matérialisée. Un des conseils que l'on peut avoir, d'abord, probablement, c'est que si ces assemblées se tiennent de matérialiser, c'est que le recours dont on parlera tout à l'heure de report d'assemblée n'est pas possible non plus. Donc, on est là dans la possibilité de le tenir en ligne pour les uns et pour les autres en fonction du public concerné par cette assemblée. Deuxièmement, on va très vraisemblablement, en début d'assemblée, faire une liste des présents et probablement le faire aussi à la fin de l'assemblée, ou du moins de proposer aux gens d'envoyer par mail le résultat de leur vote, ce qui permettra de bien s'assurer que l'on a bien le décompte de tout le monde. Il y a mille et une manières de le faire. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des outils prévus à cet effet de vote en ligne qui permettent d'assurer notamment, lorsque c'est demandé, soit par les statuts, soit par un certain nombre de participants à l'Assemblée, de faire des votes à bulletin secret, puisque en conférence téléphonique ou en visioconférence comme celle que l'on fait maintenant, eh bien, il ne serait pas possible de faire des votes à bulletin secret. Donc, on voit bien que dans cette situation, on aura un certain nombre de cas particuliers à traiter. Peut-être que tu vas enchaîner, Olivier, sur comment les membres doivent-ils être informés de cette assemblée? Alors, eh bien, effectivement, les membres de l'Assemblée doivent être informés par tout moyen qui leur permettent effectivement d'assurer leur information effective. Alors là, il y a aussi deux cas de figure. Si la décision est prise alors que les formalités de convocation n'ont pas encore commencé, l'information peut être assurée par ces formalités de convocation. Si au contraire, la décision est prise alors que les formalités de convocation ont déjà commencé, un régime spécifique d'information est prévu. Soit les formalités déjà accomplies n'ont pas à être renouvelées. Les membres de l'Assemblée sont informés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée. Et les formalités restant à accomplir doivent l'être dans les conditions ordinaires. Donc, dans tous les cas, l'information qui est donnée aux membres de l'Assemblée doit porter sur le fait que l'Assemblée se tient à huis clos. Donc, la date, l'heure de l'Assemblée, ainsi qu'une description claire, précise des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble de leurs droits en tant que membres de l'Assemblée, en particulier le droit de voter. Par exemple, si une conférence est organisée, cette information déjà porte sur la façon d'y accéder. Alors, on précise que… François, lors de la tenue de mon AG, quelles sont les décisions pouvant être prises par voie de consultation écrite? Alors, là, comme c'est indiqué, l'ordonnance autorise toutes les assemblées à prendre des décisions par voie de consultation écrite, sans recours nécessaire à une clause statutaire. C'est tout l'intérêt de l'ordonnance, parce que dans les sociétés, dans les associations, on pouvait avoir recours à ce type de consultation si c'était prévu dans les statuts. Et si ce n'était pas prévu dans les statuts, eh bien, c'était la réunion physique. Là, l'ordonnance a permis justement de rendre possible la dématérialisation de ces différentes assemblées en permettant de pouvoir prendre des décisions par consultation directe sans qu'il y ait une clause statutaire qui soit prévue lorsque le mode de communication est déjà admis par la loi tel qu'on l'a précisé tout à l'heure. Alors après, la communication des documents et informations préalables à la tenue de l'Assemblée est-elle soumise à une obligation d'envoi par voie postale? Olivier, tu veux en dire un mot? Alors, l'ordonnance, elle autorise l'envoi de ces documents et informations par courrier électronique. Donc ça on comprend bien. Enfin, en fait, les membres vont recevoir par mail effectivement les documents préalables à l'Assemblée.
Par contre, il est toutefois nécessaire que le membre de l'Assemblée à l'origine de la demande ait indiqué son adresse électronique. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il va bien recevoir toutes les informations qui vont lui permettre d'exprimer son opinion, ou que celle-ci soit connue. Donc, à défaut, l'envoi doit être réalisé dans les conditions habituelles. La société ou les autres formes de groupement, que ce soit association ou autre, ne saurait dans ce cas, être tenu responsable si l'envoi ne parvient pas à son destinataire pour des raisons qui lui sont extérieures. En cas où, par exemple, il n'était pas possible de faire un envoi par mail, où l'adresse n'était pas connue, où il n'y a pas de mail, on envoie un courrier, on envoie les documents par courrier. À ce moment-là, on ne pourra pas être tenu responsable, la société ne pourra pas être tenue responsable parce que la Poste n'a pas acheminé les documents en temps et en heure. Voilà, par exemple. Alors, autre sujet important, c'est si je souhaite reporter mon assemblée. On a fait allusion tout à l'heure. On a donc la possibilité de dématérialiser ces assemblées ou ces conseils d'administration, de la même manière. On a là la question se pose de si je souhaite reporter. Bon, il est toujours possible de reporter une assemblée générale. Toutefois, l'obligation légale de faire approuver les comptes annuels dans un certain délai, généralement 6 mois, pour les clôtures au 31 décembre avant le 30 juin, peut poser des difficultés dans le cas de report prolongé. Donc cette ordonnance 2020-318 aménage exceptionnellement ce délai. D'autres considérations peuvent être naturellement faire obstacle au report de l'Assemblée, laquelle peut avoir à statuer sur les questions urgentes, des renouvellements de mandats, des autorisations de certaines opérations, etc. Donc dans ces cas-là, on a plusieurs cas de figure. Le report de l'AG se déroule selon les procédures habituelles, c'est-à-dire qu'au-delà de 6 mois, avant les 6 mois, on a prévu une assemblée au mois de mai, on décide de la faire au mois de juin, on respecte le délai de 6 mois, il n'y a pas de quoi s'en faire, ce n'est pas des mesures spécifiques, on a le droit de le faire. Le cas de figure numéro 2, c'est lorsque la date du report envisagé se situe au-delà des 6 mois. Et c'est là où il y a plusieurs hypothèses à faire. Et grâce à l'ordonnance, on va pouvoir le faire jusqu'au mois de septembre. Mais je laisse Olivier nous expliquer ça en détail. Alors, déjà, il y a une extension automatique qui est applicable aux sociétés qui ont clôturé leur compte entre le 30 septembre et l'expiration d'un délai d'1 mois après la date de cessation de l'état d'urgence et qui n'ont pas approuvé leur compte au 12 mars 2020. Donc ça, dans un premier temps, donc vous savez que vous pouvez reporter en fait l'Assemblée générale pour un délai de 3 mois, postérieurement au 30 juin. Donc on peut aller au plus tard au 30 septembre 2020. Donc, s'il y a un commissaire aux comptes qui a été désigné, une autre condition doit être satisfaite. Il faut que celui-ci n'ait pas encore émis son rapport sur les comptes au 12 mars 2020. Il ne faut pas qu'il soit intervenu avant. Donc là, vous avez la possibilité effectivement de reporter votre assemblée, donc du 30 juin, puisque ça n'a pas pu être fait dans les 6 mois réglementaires, au 30 septembre 2020. Deuxième cas de figure, deuxième hypothèse, à ce moment-là, vous voulez reporter votre assemblée au-delà du 30 septembre. Eh bien, dans ces cas-là, si vous voulez le faire, il faut utiliser les voies de report habituelles. Vous savez que quand vous voulez reporter une assemblée générale, eh bien, il faut faire une requête auprès du tribunal de commerce. On avait l'habitude tous de le faire quand on voulait décaler une assemblée. Eh bien là, ça va être exactement le même système qui va s'appliquer où vous allez passer par le tribunal de commerce. Voilà. Alors, on a parlé des assemblées, Olivier. Est-ce qu'on peut parler aussi des conseils d'administration? Est-ce qu'il y a des grosses différences qui existent sur les modalités de participation aux organes collégiaux d'administration? Alors, il n'y en a pas tellement, il n'y a pas tellement de différence, François. Les membres des organes collégiaux d'administration, de surveillance, de direction sont réputés présents en réunion lorsqu'ils participent par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, comme dans les assemblées. Mais l'important, c'est que ces moyens de communication, de visio ou de télécommunication, permettent leur identification et garantissent leur participation effective. Alors, ces mesures sont applicables quel que soit l'objet de la décision, y compris l'approbation des comptes, et sans qu'une clause statutaire ou un règlement intérieur n'ait à le mentionner. Par contre, ces moyens de télécommunication doivent à minima transmettre la voix des participations
des participants, pardon, permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Donc, c'est très important que le moyen technique utilisé soit quand même assez fiable. Alors, on peut dire aussi, est-il possible de prendre des décisions par écrit pour ces organes collégiaux, hein? Donc, on peut dire que les décisions des organes d'administration, les organes collégiaux d'administration ou de surveillance ou de direction, suivant la nature des sociétés, peuvent être prises par écrit dans les conditions assurant la collégialité des délibérations, les délais de réponse suffisants, les possibilités de formuler des observations et des questions écrites avant de devoir se prononcer sur une décision. Il est évident que si c'est fait de manière téléphonique ou en visio comme aujourd'hui, eh bien, ça peut simplifier un certain nombre de choses. Peut-être que l'on peut préciser une chose, Olivier, sur une question qui nous est souvent posée en ce moment, de dire, mais si c'est assez classique, il n'y a rien de nouveau avec ces ordonnances, mais on nous dit, si vous avez l'approbation des comptes qui est prévue à cette assemblée, et par exemple le renouvellement du commissaire aux comptes, eh bien ça suit cette assemblée, c'est-à-dire le mandat se finira à l'assemblée, reporté dans le délai, et la fin du mandat de commissaire aux comptes, son renouvellement se fera en même temps que l'approbation des comptes, l'AG en question, et il ne s'arrête pas dans les 6 premiers mois de l'exercice, bien évidemment, mais c'est une question qui nous est souvent posée. Voilà, je pense que l'on a dit les éléments principaux. On reprécise ici, pour conclure, mais on l'a dit tout à l'heure, que dans l'annexe des comptes, bien sûr, tout ça doit être précisé comme dans le rapport de gestion. Donc, on voit bien que l'on a un tout. C'est à la fois les éléments sur les comptes 2019, globalement, il n'y a pas de raison d'y toucher, mais on va tenir compte des éléments postérieurs d'exercice dans l'annexe et dans le rapport de gestion, et éventuellement dans la valorisation de certains risques qui existaient avant, bien évidemment. Et puis, on a ces assemblées et ces ordonnances qui nous permettent de donner un peu d'air dans les délais qui sont très comprimés du fait de cette période de confinement. Voilà ce que l'on voulait vous dire ce matin. Je ne sais pas, Olivier, si tu veux rajouter quelque chose. Et je voulais remercier les participants d'avoir assisté à cette conférence. Voilà, il est 11h57, hein, on a peut-être 3 minutes d'avance sur la fin effective de notre conférence. Et voilà, on espère que cette conférence vous sera utile. Alors, comme je le disais en introduction, vous pouvez nous poser des questions par le chat, problème. On n'y manquera pas d'y répondre, François. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation, une bonne période fiscale qui est un petit peu compliquée en ce moment. Mais on vous souhaite. Et puis, rendez-vous pour le prochain JT Live. C'est la dernière slide. C'est le jeudi 9 avril à 11h30 et il sera question de télétravail, activité partielle, congés payés et les textes de la pratique. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Merci.